Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. C'est très bien. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique de la détente des gaz denses dans les turbines, précisément les turbines radiales, pour des applications au cycle de Rankine organique. Alors, comme l'a dit Mathieu, je suis en deuxième année de thèse ici au laboratoire LIFC. Et tout au long de cette présentation, il y a trois expressions ou trois termes qui vont revenir. Il s'agit de ORC, de gaz dense et de turbine. ORC, c'est cycle de Rankine organique ou cycle de Rankine en fluide organique. Les gaz denses, ce sont des gaz, ce sont des gaz dans certaines conditions. Et les turbines, nous les connaissons tous. Donc, la présentation va être axée autour de ces trois termes. Alors, vous êtes sans savoir que ces travaux-là s'inscrivent dans ma thèse. Donc, il y a une grosse partie bibliographique qui va être faite, ou un peu plus de références. Et une autre partie concernera les résultats préliminaires de mes activités. Alors, on commence avec le contexte des cycles de Rankine organique. Pour parler des cycles de Rankine organique, on va d'abord parler du cycle de Rankine ou cycle de Hirn. Donc, les cycles de Rankine, ce sont des cycles où le cycle de Rankine, c'est un cycle thermodynamique dans lequel le flux de travail, c'est de l'eau. Et ce flux de travail suit un processus. Et au cours de ce processus, en fait, il acquiert de la chaleur d'une source chaude et perd de l'énergie dans la turbine. Et aussi perd de l'énergie dans une source, au contact d'une source froide. Donc le fluide, il est pompé de 1 à 2 pour passer d'une zone basse pression à une zone haute pression. Il est ensuite évaporé dans un échangeur. Le fluide se détend dans la turbine et fait tourner un générateur afin de produire de l'électricité. Et le fluide est à nouveau refroidi. Et le cycle commence. Donc, sur cette figure, on voit le schéma dans un diagramme, ou le cycle thermo dans un diagramme entropie-température. Et on peut déjà faire quelques observations sur cette figure. D'abord, la première observation, c'est la quantité de chaleur qu'il faut pour faire évaporer le fluide. On voit bien que de 2 à 3, pour passer de l'état 2 à l'état 3, on a besoin de pas mal d'énergie. Et aussi, lorsque le fluide passe de l'état 4 à l'état 1, il en perd aussi pas mal. La deuxième observation, c'est qu'il faut des températures pour réduire cette zone ou cette zone d'évaporation. Il faut des températures très élevées aussi, ou ce qui veut dire aussi des pressions très élevées. Ceci dit, quelles sources allons-nous utiliser pour apporter de la chaleur? Les sources que nous connaissons, il s'agit des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz ou le nucléaire. Ça peut être des énergies renouvelables, à l'actualité, en page maintenant. Donc la biomasse, la géothermie, le solaire. On peut avoir aussi comme source les chaleurs fatales, ce qu'on appelle ici par chaleur fatale. Il s'agit des effluents thermiques, des rejets industriels, par exemple la métallurgie ou dans les industries dans la cimenterie. Il peut s'agir aussi des rejets d'automobiles ou des rejets des systèmes de chauffage qui ne sont pas utilisés. Alors, parmi ces trois sources, on se demande quelles sont les plus fiables ou qu'est-ce qu'il faut utiliser le plus. Et nous connaissons tous le contexte énergétique et environnemental actuel. Nous sommes dans un contexte de raréfaction de ressources. Nous sommes dans un contexte, même si à cause de la crise, les prix ont chuté, mais d'une manière générale, le prix des énergies fossiles augmente.
Et dans un contexte environnemental aussi, que nous savons, la pollution due aux émissions des gaz à effet de serre, nous avons la perturbation des écosystèmes à cause de nos rejets. Donc, je parle de rejets industriels dans les fleuves. Et à la fois, ce sont des rejets qui polluent et ce sont des rejets c'est de la perte d'énergie parce que ces rejets sont faits à des températures assez hautes. Il est estimé à 3000 MW électriques le potentiel de chaleur qu'on pourrait récupérer en Europe. Alors, donc, avec toutes ces sources, nous mettons l'accent sur les chaleurs fatales parce que c'est vraiment important. Sauf que cette chaleur fatale, en fait, vu ces températures qui sont très faibles, autour de 100-200 degrés max, ben on ne peut pas faire fonctionner un cycle de Rankine avec. On voit bien que sur ce deuxième graphe, pour le SES36, qui est un autre fluide qu'on remplace, on remplace l'eau par un autre fluide dans le cycle de Rankine. Donc le SES36 est un fluide organique. Ben, on voit que pour des températures assez basses, ben, on peut récupérer de l'énergie en utilisant ces fluides. Il faut dire que les fluides de Rankine organique, les cycles de Rankine à fluide organique, ce sont des cycles de Rankine dans lesquels l'eau a été remplacée par un réfrigérant ou un gaz contenant du carbone, d'où la notion organique. Et ces fluides ou ces systèmes de Rankine, ces cycles de Rankine, en fait, sont nés presque en même temps que les cycles de Rankine classiques, bon, juste après, parce qu'on s'était rendu compte que dans les cycles à vapeur, on perdait beaucoup d'énergie. Donc, d'où l'idée d'utiliser des fluides ayant des propriétés thermodynamiques adaptées à des sources de chaleur plus faibles. Donc, ceci dit, on va passer au gaz dense. Pourquoi est-ce qu'on parle de gaz dense dans un cycle? On a un cycle avec ses différents composants, mais d'où la notion de gaz dense. Un petit aperçu juste avant des avantages du cycle de Rankine. Donc, on voit bien que, par exemple, pour le SES36, on peut faire évaporer notre fluide à 100 degrés. Et donc, on peut avoir un cycle entre 100 et 60 degrés, ce qui est plutôt pas mal, alors que pour les cycles de Rankine classiques, on est autour de 300 degrés pour des pressions beaucoup plus élevées. Avant de parler de la notion de gaz dense, je reviens sur les aspects des turbines. D'abord, pourquoi les turbines? Pourquoi s'intéresser uniquement aux turbines et pas aux différents composants du cycle? Pourquoi s'intéresser spécifiquement aux turbines radiales? Ben, les différents composants du cycle, c'est la pompe, les échangeurs et la turbine. Maintenant, ce que nous avons, c'est que les technologies sont différentes. Il y a des technologies qui sont bien connues. Par exemple, pour les pompes, en général, la difficulté, bon, puisque le fluide il est incompressible, en général, ce sont les débits qui posent problème et la puissance consommée par la pompe. Donc, si on s'arrange à trouver une pompe fonctionnant dans de bonnes conditions, il n'y aura pas trop de soucis avec la pompe. Au niveau des échangeurs, le grand souci, ce sont les pertes de chaleur et la puissance des échangeurs. Je disais perte de charge plutôt et la puissance des échangeurs. Et là, au niveau la technologie, elle est assez bien faite. Par contre, au niveau des turbines, nous avons c'est la pièce la plus importante en fait. Augmenter la puissance de la turbine ou le rendement d'une turbine augmente significativement le rendement du cycle et aussi faire un bon design du cycle de la turbine permet d'avoir un très bon cycle. Donc pour la turbine, en fait, nous avons des machines à déplacement positif et les turbomachines. Bon, quand je parlais de turbine, c'était des tendeurs en général.
Et pour les machines à déplacement positif, en général, on a des soucis de fuite et de vitesse de rotation. Pour les turbomachines, les machines radiales sont préférables aux machines axiales parce que ces machines permettent de faire une grosse détente pour des débits très faibles. Et on voit bien que pour un cycle, la détente elle est très importante puisque c'est au cours de cette détente que le travail est fourni. Alors, je reviens sur les gaz denses. Pourquoi est-ce que la notion de gaz dense apparaît dans notre cycle ou dans notre étude? D'abord, je vais introduire un paramètre qui permet de définir la notion de gaz dense. Donc, c'est le facteur de compressibilité Z, en fait, qui est un rapport entre les forces au sein de notre gaz. Et lorsque le Z il est inférieur à 1, on a un gaz dit dense. Les forces d'attraction sont en fait au sein de notre gaz. Et pour un cycle, ici, je trace la courbe de saturation d'un gaz, d'un fluide organique, le SES36. Et je trace le facteur de compressibilité dans la zone vapeur. Et on voit bien que le facteur de compressibilité, en général, sur toute la zone de détente, il va être inférieur à 1. Et ceci dit, les gaz, les turbines fonctionnant en ORC sont en général soumis à des détentes dans une zone où le gaz il est défini dense. Et lorsqu'on dit un gaz est dense, la densité elle est par rapport à la masse molaire du gaz et aussi par rapport elle est beaucoup plus par rapport à la masse molaire du gaz et au coefficient d'échange, mais aussi ces gaz denses avec de grosses masses molaires présentent une dynamique différente des gaz classiques. Quand je parle de gaz classique, c'est le gaz parfait qu'on connaît. Donc, on peut définir un coefficient de dynamique, et dans ce coefficient de dynamique, c'est la dérivée de la vitesse du son par rapport à la pression qui est le terme principal, en fait. Et en fait, ce terme, il traduit la dynamique du gaz. Pour les gaz denses, dans certaines conditions, on peut avoir une vitesse du son qui diminue lorsque la pression augmente, alors que pour les gaz classiques, c'est le contraire. Quelles données nous avons pour parler de ces gaz? Nous avons les équations d'état. Pour décrire ces gaz, nous avons les équations d'état. Nous avons aussi des tables d'interpolation. Après, on se dit, c'est bon, on a tout, le problème est résolu. Mais non, les équations d'état ne sont pas précises, et les tables d'interpolation sont très difficiles à implémenter. La preuve, c'est que pour les logiciels fournissant les tables d'interpolation, on n'en trouve pas pour tous les gaz. Donc, on se retrouve face à ce problème de données pour les gaz, pour la dynamique du gaz. Et on se retrouve aussi après à un problème sur le design de la turbine. On sait bien que les corrélations ou la manière dont on fait un design préliminaire de turbine est issue des corrélations. Donc, ce sont des corrélations empiriques qui donnent le rendement maximal et le design de la turbine est basé là-dessus. Sauf que ces corrélations, comme nous montre cette carte, nous donnent des rendements maximaux, mais ces corrélations ne sont pas faites pour des gaz réels. Ces corrélations ont été faites avec des modèles de gaz parfaits. Ici, on a la corrélation de Chen et de Benz qui est présentée, mais il y a d'autres corrélations. Et l'on se demande, est-ce que les corrélations qu'on utilise en gaz idéal, est-ce que ces corrélations vont marcher en gaz parfait? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question. Il y a des travaux qui ont été faits, beaucoup plus de travaux numériques,
qui essayaient de reproduire les corrélations. Et le problème avec ces travaux numériques, c'est que, de un, les modèles de perte qui sont implémentés sont des modèles de perte en général spécifiques aux gaz idéaux, aux gaz parfaits. Et en second lieu, les coefficients des modèles de turbulence pour la simulation, afin d'obtenir ces corrélations, ces coefficients de modèles de turbulence, en fait, sont issus des approximations ou du modèle de gaz parfait. Donc, on n'a pas de données, en fait, expérimentales sur les gaz denses, pour caractériser la détente des gaz denses. Il n'y a que très récemment, en 2017, que Spinelli fait les premières visualisations de détente de gaz denses. Et il remarque que lorsqu'on se rapproche, lorsque le Z, le facteur de compressibilité, est petit, ben les écarts de la CFD et des résultats expérimentaux sont de plus en plus importants. Et l'année dernière, il y a eu un premier aperçu d'articles sur les méthodes de PIV. Donc, en somme, on a de gros soucis de données expérimentales pour valider les modèles numériques ou les travaux numériques qui ont été faits. Une fois cette partie d'introduction ou une fois cette partie sur la problématique des gaz denses terminée, je me permets de présenter maintenant dans cette seconde partie les travaux qui ont été faits. Alors, nos travaux préliminaires, en fait, consistent à caractériser la détente du gaz, à caractériser la dynamique du gaz et à pouvoir aussi poser sur les corrélations classiques que nous avons des résultats expérimentaux issus de détente dans des gaz denses. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de fluides, nous avons besoin de choix de plage de fonctionnement, nous avons besoin de certains résultats numériques. D'abord, dans le choix des fluides, en fait, nous avons la possibilité de choisir 123 fluides. Et il était très important pour nous de mettre l'accent sur les aspects de sécurité, donc en choisissant des fluides pas toxiques, non inflammables, en mettant aussi l'accent sur des aspects environnementaux, parce qu'il n'est pas, il serait un peu contradictoire de vouloir relever les défis environnementaux en utilisant des fluides qui détruisent la couche d'ozone ou qui ont un potentiel de réchauffement très important. Tant plus que les nouvelles législations interdisent certains types de fluides et interdisent aussi certains fluides dont le potentiel de réchauffement global est supérieur à 150. Sur ces critères, nous avons pu choisir 3 fluides, le SES36, donc qui est un HFC, donc c'est un hydrofluorocarbone. Nous avons choisi le Novec 649 qui est un HFE et le R1233ZDE qui est un HFO. Alors, une fois les fluides choisis, il est très important de choisir les points de fonctionnement. Les points de fonctionnement qui seront les points de nos tests ou de nos essais expérimentaux. Et ces points de fonctionnement se font ou sont choisis en fonction des composants de notre banc d'essai. Notre banc d'essai ayant une pompe péristatique avec une pression maximale et un débit maximal. Une broche électrique pour la conversion, donc avec une vitesse de rotation maximale donnée et une puissance maximale qu'elle peut délivrer. Des échangeurs de chaleur avec des puissances bien définies et des débits de fonctionnement pour éviter des pertes. Un débitmètre et un dissipateur de chaleur pour dissiper la chaleur produite par la broche électrique. Donc, en prenant tout ceci en compte, il est possible d'essayer de déterminer des plages de fonctionnement ou des points de design et d'essai.
Mais on se heurte à des soucis. Il faut faire un compromis en fait entre la visualisation de notre détente ou la caractérisation de notre détente dans une zone bien précise, dans une zone de facteur de compressibilité assez faible, le nombre de Mach dans notre turbine, tout en sachant que pour les gaz denses, en fait, la vitesse du son est très très faible, donc on est supersonique très vite. Et en prenant en compte la puissance de notre broche. Donc, on ne peut pas faire toutes les plages de débit, on ne peut pas faire tous les taux de détente qu'on voudrait, on ne peut pas avoir assez de points pour caractériser, pour placer sur nos coups. Donc, sur cette figure, on voit bien que lorsque le débit augmente, la puissance augmente très vite et notre broche ne supporte plus cette puissance. Donc, les paramètres du système ou les paramètres de choix du plage et de la plage de fonctionnement et des points d'essai sont les suivants. Il s'agit des températures de la chaudière, des puissances des échangeurs, du débit de fonctionnement, du nombre de Mach, du facteur de compressibilité. Un caractère géométrique très important, il s'agit des tailles de machines. Puisqu'on veut un banc modulaire, on ne peut pas se permettre de faire des machines trop grandes. Et enfin, la pression de notre pompe. Ceci dit, il a été possible de déterminer des points de fonctionnement pour différents fluides, donc pour les trois fluides, en gardant une géométrie identique. Donc pour une même roue, il est possible de pouvoir faire des simulations ou de pouvoir faire des expérimentations en changeant de fluide et en utilisant des conditions de pression et de température différentes. Donc, en évaporation, nous sommes autour de 6 bars, en température autour de 100 degrés, et le taux de détente est autour de 2, pour des vitesses de rotation autour de 30 000 tours par minute. Et avec ceci, avec ces données, nous pouvons faire un design préliminaire de nos machines. Et ce design préliminaire, en fait, il est fait avec un code prenant en compte les modèles de perte et itérant sur le rendement. Et nous pouvons obtenir les caractéristiques géométriques de notre roue avec avec un rayon de 30 mm environ, des hauteurs de pale de 4 mm, 13 aubes environ. Alors, une fois la géométrie obtenue, il est bien de faire des simulations. Donc, nous faisons des simulations en stationnaire avec un modèle K-oméga, modèle gaz réel, un seul passage. Pourquoi un seul passage? La figure tout à côté nous donne le nombre d'éléments qu'il faut pour une convergence en maillage. On est autour de 2 millions de cellules, tout en sachant que nos éléments sont polyédriques. Les conditions limites sont des conditions de stagnation en entrée et des conditions de pression en sortie. Alors, il est bien lorsqu'on lance les calculs, de vérifier les simulations. Donc, on est à des Y+ en paroi autour de 50. On vérifie notre facteur de compressibilité pour voir s'il est vraiment dans la plage qu'on désire. Donc, on est toujours ici en zone gaz dense, 0,85 en entrée et 0,93 en sortie pour le Z. Donc, les simulations étaient faites pour le SES 36, donc des pressions en entrée de 5 bars, 5,5 bars et en sortie de 3,2 bars. Et on voit bien ici la densité la densité à 5 bars qui est de 38 kg par mètre cube. C'est assez important comme
comme valeur de densité, témoignant le fait que notre gaz soit un gaz dense. Pareil, les résultats avec le second fluide R1233ZDE entre 6,5 bar et 3,6 bar. Et nous faisons des simulations dans des points hors design. Alors, simulation point off design, ben, nous varions le taux de détente dans notre turbine et nous estimons le rendement avec la simulation CFD en un seul passage. Ici, il y a des écarts entre les résultats du design et les prédictions du design et les résultats de la CFD. Pareil au niveau de la puissance, mais la tendance des courbes est presque la même. Ici, on a un rendement qui augmente, qui plafonne. En faisant des simulations ou en traçant une courbe de design plus poussée, on voit même que le rendement décroît. Et pour la puissance, on a une croissance de la puissance en fonction du taux de détente. Alors, ces écarts s'expliquent pour deux principaux facteurs. D'abord, dans nos simulations CFD, on n'a pas pris en compte le jeu, alors que dans les modèles, il y avait les jeux qui étaient pris en compte. Donc, ça peut expliquer la grosse puissance. Et aussi, les simulations étaient faites sur un maillage intermédiaire. Donc, il y a une précision de la CFD à améliorer. Il est vrai qu'on n'aura presque jamais des points de design et de simulation superposés parce que dans la CFD, on a des modèles, des équations d'état, alors que dans le design, on a juste des caractéristiques générales plutôt. Pareil pour le R1233ZDE. Une courbe de tendance et des écarts dont les raisons sont quasiment les mêmes. Alors, la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait? La suite serait d'améliorer la CFD en prenant en compte le jeu, de faire des CAO de turbine pour des campagnes d'essai. Et pour ces campagnes d'essai, je vous montre le dispositif expérimental. Ici, nous avons nos échangeurs au niveau du condenseur. Nous avons la turbine qui est là. Nous avons l'évaporateur. Et la pompe tout en bas en vert. C'était bref, mais c'était ce que j'avais à dire sur cette caractérisation, sur la problématique des gaz denses dans les turbines radiales. Merci à vous pour votre attention.